Bonjour à tous, je suis Fanny Brooklyn du compte Instagram Fanny Brooklyn et de la chaîne YouTube du même nom. On est là pour mon bilan de lecture de août 2021 dans le cadre du Traveling Challenge. Alors là, je suis un peu dégoûtée parce que je viens d'enregistrer la moitié de la vidéo et en fait ça a bugué, donc je recommence. Mais en gros, ce mois-ci, dans le Traveling Challenge, il y avait donc le pays qu'on visitait, c'était l'Allemagne. Le défi, c'était un titre de moins 5 mots et sorti en 2021. J'ai lu, alors j'avais tout préparé, maintenant c'est un peu moins prêt. J'ai lu 16 livres, dont 3 que je n'ai pas là en papier parce que sur ces 3-là, il y en a 2 que j'ai lus sur ma liseuse et un que j'ai déjà prêté. D'ailleurs, on va commencer par ce dernier, qui est La femme que nous sommes de Emma Derucci. Alors, en fait, on va suivre l'histoire de Elisa. Elisa, qui est une kiné parisienne. Elle a tout pour être heureuse. Elle a un mari qu'elle aime, une petite fille adorable, un métier pardon qu'elle aime aussi, plein d'amis, etc. Et en fait, c'est justement, on va suivre la vie d'Elisa qui, vous le comprendrez assez vite, en fait, en apparence, n'est pas si belle et heureuse que ça. Et donc, en fait, chaque chapitre, c'est un personnage euh, qui change. Donc, par exemple, les kinés, on va avoir une de ses patientes qui raconte sa vision qu'elle a d'Elisa. Puis ensuite, ça va être la petite fille de sa patiente. Puis ça va être comme ça de fil en aiguille. Tous ceux qui gravitent dans le monde autour d'Elisa vont donner leur perception et la vision de la vie d'Elisa et d'Elisa. Jusqu'à ce que il se passe on le sait assez vite. Dès le début, on sait qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. On comprend assez vite. Pour être honnête, moi j'avais assez vite compris ce qui se passait. Par contre, on ne connaît pas l'issue. Et du coup, on va suivre cette histoire. En fait, je sais pas. Je sais que par exemple, j'ai vu si je peux vous le dire, j'ai vu ils en ont parlé dans une émission de radio et ils ont raconté quel était le problème. Moi, je vais pas vous le dire parce que je pense que même si on le sait, c'est pas dit de manière très claire. Donc, on se pose toujours la question, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Donc, je veux pas vous le divulgacher, donc je le dis pas. Mais c'est très difficile d'en parler. En tout cas, je vous le conseille. J'ai vraiment aimé, à tel point que je l'ai du coup laissé chez ma mère pour qu'elle puisse le lire. C'est sur un sujet fort d'actualité et j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Euh, les personnages sont pas caricaturaux, il y en a un ou deux qui l'est un peu. Par exemple, il y a une youtubeuse qui d'un coup a la révélation et devient quelqu'un de meilleur pour promouvoir une parole. Voilà, arrêter de euh, faire de la grossophobie, ce genre de choses. Ça, j'ai trouvé ça, c'était un petit peu caricatural, ça m'a pas forcément plu, mais le reste est suffisamment bien fait pour que je lui puisse pardonner ce petit accro. En tout cas, voilà, donc une bonne lecture pour moi sur un sujet que j'ai trouvé très fort et d'actualité. Ensuite, j'ai lu Les 3 vies de Susanna Baker de Philippe Amar, où on va suivre, je ne sais plus le nom de l'autre, Lorraine Lorraine Moore, qui est américaine, qui est professeure d'histoire à l'université de Boston et qui, pour son anniversaire, va recevoir de sa fille un test génétique pour trouver, en fait, en gros, c'est celui qui vous dit vous êtes à 25% espagnol, 70% blabla et 5% je sais pas quoi. Et donc elle va découvrir dans ce test, elle qui a grandi aux États-Unis, qui est américaine, etc., qu'elle est à 50% juive, ce qu'elle ne savait pas du tout. Donc elle comprend assez vite que ça vient de sa mère, qu'il n'avait pas de famille, qui est assez secrète, mais malheureusement sa mère est en train a perdu complètement la tête parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Du coup, elle peut pas vraiment l'interroger, donc elle va partir à la recherche, on va dire, de ses origines et de ses origines et de la vie de sa mère, d'où vient sa mère, en gros, des origines de sa mère. Et en parallèle, on a une histoire qui se passe dans le passé sur des enfants, sur des familles juives qui ont fui la guerre. En fait, c'est juste avant la guerre, ça commence un peu avant la guerre, qui fuit l'Allemagne, qui fuit la Pologne, etc., etc.
et qui se rencontrent donc dans le sud de la France. Et on va en suivre en particulier 3 enfants qui sont très attachants, dont Marie, je me rappelle, voilà. Et en gros, on comprend assez vite qu'il y a un lien entre ces 2 histoires. Et Lorraine, du coup on revient dans le retour dans le présent, Lorraine en fait va du coup partir à la rencontre, et c'est le seul truc qui m'a un petit peu embêtée, c'est que c'est trop facile. C'est-à-dire qu'elle va trouver tout, les indices vont les mener très vite, donc en moins d'une semaine, elle va tout retrouver, l'histoire de quelle est l'origine de sa mère, etc. etc. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un peu facile. Mais c'était très émouvant, je trouve que c'était un beau livre sur qu'est-ce que c'était d'être un enfant dans les années 30, 40, et je pense qu'il doit y avoir beaucoup qui ont caché, on va dire, entre guillemets, leurs origines et leur famille. Donc une bonne découverte. Ensuite, j'ai lu... Alors, Ainsi je les bulles de savon de Marie Vareille. Alors, vous le savez déjà, moi, c'est pas trop mon truc, ce genre de livre. Alors, oui. C'est pas trop les feel good, ce genre de bouquins, c'est pas trop mon truc. J'en lis de temps en temps, là, et le challenge cette année m'a vraiment poussé à en lire plus, avec des bonnes surprises certaines fois. Celle-là, ça n'a pas été, oui, non. Alors, Marie Vareille, j'avais adoré La vie rêvée des chaussettes orphelines, je crois que c'est ça, il y a quelques années, enfin, oui, l'année dernière, je l'avais lu, moi. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'aime vraiment son écriture, j'aime l'émotion et l'humour qui s'en dégage, parce que j'ai souvent ri, alors que c'était un thème un peu difficile. Je sais pas d'ailleurs si je peux vous le dire, parce que je trouve que voilà, je vais pas vous le dire, même si on le sait assez vite, je préfère pas vous le dire. Mais en gros, le thème, c'était vraiment sur le thème de la maternité, et ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Et donc, du coup, n'étant pas très intéressée par le thème de la maternité, j'ai peut-être été moins sensible que d'autres pour ce sujet-là. Ça n'en reste que, je pense que Marie Vareille, ça m'a... avec peut-être Virginie Grimaldi la dernière fois, qui m'a aussi fait rire. Voilà. Ça reste peut-être les 2 que je peux lire en feel good de cette catégorie de... Voilà. Je donne pas trop d'indices, mais parce que je sais pas à quel point je veux pas trop gâcher. En tout cas, pour moi, sachez que si, en plus, le thème de la maternité est quelque chose qui est important pour vous, le livre va vous plaire beaucoup. Les personnages sont très attachants. Je pense qu'il y a notamment Océane, j'avais trouvé, qui était une jeune fille de 17 ans, 19 ans, un truc comme ça, que j'ai trouvé vraiment génial. Et voilà, mais il y a beaucoup de mystères et beaucoup d'intrigues, pas d'intrigues, mais beaucoup de choses non dites. Du coup, je veux pas non plus vous en dire trop. C'est fini pour les livres que je n'ai pas en papier. Ensuite, alors, bonne surprise, j'ai lu La carte et le territoire de Michel Houellebecq, où on va suivre Jane Martin, qui est un artiste, c'est le personnage principal de ce roman, qui est un artiste, et on va suivre en gros sa carrière d'artiste, de jeune artiste là, je crois quasiment à sa mort. Et du coup, ça va beaucoup. En fait, j'avais jamais lu de Houellebecq. Du coup, j'ai été très surprise. Je savais pas du coup si ça allait me plaire, pas. Un de mes amis m'avait dit, mais si ça devrait te plaire, tu devrais le tenter. C'est quand même bien écrit. Et en effet, c'est très bien écrit. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'écriture. L'érudition aussi de Houellebecq, je pense. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il se renseigne autant sur tout, mais c'était très bien documenté. Ça faisait vraiment... j'ai appris plein de choses en lisant son livre. Et ce qui était assez amusant d'ailleurs, c'est qu'au milieu, il y a une sorte d'enquête policière. Il y a un meurtre qui arrive d'un coup au milieu. Et en fait, on commence à rentrer dans une enquête policière. Donc moi, ça, j'adore. Et ce changement en fait de style de bouquin, j'ai trouvé ça très fort. Et vraiment, ça keep entertaining, en fait, ça nous a vraiment, ça continue à me dire, ah mais mince, j'ai l'impression de commencer un nouveau bouquin. Donc d'être vraiment, ça a continué à prolonger mon intérêt pour le livre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'en découvrir d'autres. Je pense que je vais lire après Les particules élémentaires, peut-être sur un autre sujet
qui m'intéresse. Et alors c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'en ce moment je lisais pas mal de Goncourt. Donc là c'est un prix Goncourt, j'en ai lu 2 déjà en septembre. Donc je sais pas, ça va être un de mes challenges de lire les Goncourt. Mais voilà, bonne surprise. Et ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres de Houellebecq. Donc voilà, si vous n'avez jamais lu de Houellebecq, comme c'était mon cas il y a encore un mois, et que vous voulez voir quel est le style, voilà. Après, en effet, c'est pas un féministe convaincu. Hein. Si vous attendez à voir, bon, ben, on connaît le personnage, hein, c'est voilà, vous attendez pas à voir quelque chose de féministe. Hein. Voilà, il y a des petites remarques un peu désagréables. Édouard Louis, en finir avec Eddie Bellegueule. Alors, Édouard, je crois que d'ailleurs son vrai nom Édouard Louis c'est Eddie Bellegueule, et en gros c'est un livre qu'il a écrit sur ses origines, sur sa famille, sur son enfance, et en gros en fait il dit: je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre pourquoi il a pris la fuite. En gros il est parti de sa famille en fait il vit dans une famille, alors Édouard Louis il est homosexuel. Et il a grandi dans une famille pauvre du nord de la France. Et en gros, il raconte toute... voilà, il dit, en fait, en vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de l'enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. En gros, il raconte vraiment sa vie en tant qu'enfant, différent, et en quoi ça a été difficile, et en quoi la fuite a été salutaire pour lui. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était écrit, ça se voit que c'est écrit avec ses tripes, c'est écrit, c'est vraiment quelque chose qui est pour lui, en fait, voilà, on est vraiment en vie avec lui, on a mal avec lui. Donc, bonne découverte, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai enchaîné avec son dernier livre qui est sorti en 2021, qui est Combat et métamorphose d'une femme, dans lequel il va en fait écrire la vie de sa mère. Il va parler de la vie de sa mère. Alors, pendant une grande partie de sa vie, ma mère a vécu dans la pauvreté et la nécessité, à l'écart de tout, écrasée et parfois même humiliée par la violence masculine. Son existence semblait délimitée pour toujours par cette double domination, la domination de classe et celle liée à sa condition de femme. Pourtant, un jour, à 45 ans, elle s'est révoltée contre cette vie, elle a fui, et petit à petit, elle a constitué sa liberté. Et en fait, c'est tout à fait ça. En fait, il y en a plein, je sais, j'avais lu des articles en disant que c'était pas normal, de comment dans celui-là, il pouvait être aussi dur avec sa mère, et là, être aussi la soutenir. Et en fait, je trouve que justement, c'est pas du tout, pour moi, c'est très clair. En fait, il comprend en étant adulte ce qui a pu pousser sa mère à réagir d'une certaine manière dans l'autre livre. Et du coup, moi, d'avoir lu les deux en même temps, enfin, ou l'un après l'autre, ça m'a beaucoup apporté. Parce que c'était là-bas, dans le premier, on avait la vision de lui en tant qu'enfant. Là, on a la vision de la mère, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et pas du tout opposé en fait dans la vision. Pour moi, c'était assez lié. Et oui, en effet, il en veut beaucoup à sa mère dans celui-là, mais qui est normal avec les yeux d'un enfant. Et là, maintenant qu'il a grandi, qu'il a réussi à s'en sortir, on va dire, de cette pauvreté, de ce racisme, de cette homophobie, voilà, comment est-ce que ça... il peut voir, en fait, différemment sa mère et la vie de sa mère. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Alice Zeniter, je suis une fille sans histoire. Alors, Alice Zeniter, c'est une... Pardon. C'est une écrivaine française dont j'ai plusieurs romans, mais que je n'avais jamais lu. Et donc, d'ailleurs, il faudrait que je lise parce que ça, c'est vraiment plus un essai. En gros, elle raconte la place des femmes dans l'histoire. Et quand je dis dans l'histoire, c'est dans les histoires et dans le grand histoire. Alors, je peux vous dire, une bonne histoire aujourd'hui encore, c'est souvent l'histoire d'un mec qui fait des trucs. Et si ça peut être un peu violent, si ça peut inclure de la viande, une carabine et des lances, c'est mieux. En gros, elle dit comment, elle déconstruit le modèle du héros et révèle pourquoi, comment en fait on est façonné dans l'histoire, la petite et la littérature et les grands discours politiques, pourquoi en gros la femme a perdu sa place
de par le patriarcat, etc. C'est un petit roman, il est tout très court, je pense qu'il fait une centaine de pages. Il se lit très vite. Il y a des petits schémas dedans, voilà. Il y a des grandes pages. J'ai beaucoup aimé ce genre voilà, vous voyez, c'est vraiment, alors, il se lit très vite, hein, c'est pas tout comme ça, mais il y a des choses comme ça. Voilà. Et du coup, c'est très facile à lire. Je l'ai lu, je pense, dans la soirée. Et c'est une bonne introduction à pourquoi, comment, au féminisme, en fait, tout simplement. Et pourquoi est-ce que, sans s'en rendre compte, ben on vit dans une société qui est contre la femme et qui dénigre la femme sans qu'on se rende compte. Ensuite, je vais aller un peu plus vite parce que ça fait déjà 15 minutes et j'en suis même pas à la moitié. J'ai lu Traverser la nuit d'Hervé Lecor. Alors, c'est le genre de livre que j'adore et du coup, j'étais extrêmement... j'avais vraiment envie de lire ce livre, j'avais vraiment envie, j'étais persuadée que ça serait un coup de cœur et j'étais très contente de le lire. Et du coup, je pense que j'en attendais trop. Et que pendant 100 pages, j'ai trouvé ça nul. Mais nul, vous pouvez même pas imaginer. J'ai vraiment failli l'abandonner, ce qui n'arrive jamais, ou très rarement. Et j'ai failli l'abandonner à la page 120, j'en pouvais plus. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que j'ai trouvé que la deuxième partie était bien meilleure. En tout cas, pour moi, ça m'a... Alors, je sais pas si c'est moi qui me suis habituée et qui, du coup, ai pu comprendre et rentrer dans l'histoire, ou si c'est le livre qui change un peu. Mais j'avais trouvé les personnages initialement... D'ailleurs, toujours, je trouve que le personnage principal... Il n'y a pas vraiment de personnage principal, mais on va dire que c'est Louise, qui est donc... Louise, qui est une femme... battue, qui a fui son compagnon, et voilà. J'ai trouvé qu'elle était, horrible. En fait, pas horrible, je l'aimais pas. Et donc, quand on n'aime pas le personnage principal, qui est celui qui est censé aimer, vouloir protéger, etc., c'est un peu difficile. Donc, en fait, Louise, elle élève seule son fils, Sam, parce que harcelée et brutalisée par son ancien compagnon, elle va croiser la route du commandant Jourdan. Cet homme, tour à tour sombre, révolté, désemparé, enquête avec son groupe sur des meurtres de femmes. Un tueur sévit dans les rues de Bordeaux. Un être banal et terrifiant, mis par une rage destructrice. 3 trajectoires irrémédiablement liées. Oui, parce qu'on suit Louise, le tueur et le capitaine Jourdan. Et je suis contente d'avoir lu parce que j'ai vraiment aimé la fin. Maintenant, voilà, accrochez-vous, j'ai envie de dire, parce que le début, j'ai trouvé que c'était glauque pour glauque. Il n'y avait pas de... C'est sombre, c'est glauque, c'est dérangeant, mais sans but. J'adore. C'est le genre de livre que j'aime beaucoup normalement. J'adore quand c'est un peu glauque, un peu dérangeant. Là, pas du tout. Parce que là, j'ai trouvé que c'était gratuit. Et c'est ça qui m'a un peu gênée. Ça prend un peu plus de sens à la fin et c'est pour ça que j'ai pu me re-rentrer dans l'histoire et être convaincue. Mais moi, le début... Voilà. Enfin bon. Alors, attention, là, je vais vous présenter l'OVNI de mon livre, de ma pile, de mes lectures, pardon, d'août, qui est La vie invisible d'Adi Larue. D'ailleurs, vous avez vu, en fait, c'est assez marrant parce qu'on voit une sorte de visage par transparence. Et en gros, il y a la jaquette qui est transparente, il y a un visage derrière. Donc, très beau, même si c'était un peu galère parce que du coup, une fois sur deux, je perdais la jaquette. Donc, c'est La vie invisible d'Adi Larue de lui-même. Comment vous expliquer cette histoire? Je sais pas. On va suivre la vie d'Adi Larue. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle est invisible? Alors, j'aime bien le sous-titre de l'histoire, c'est Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Et en effet, honnêtement, alors, je peux vous dire, une nuit 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. Ah ben, j'avais pas lu ça avant parce que je trouve que ça en dit beaucoup. Mais en gros, voilà. En gros, elle va vivre éternellement, donc on va vivre très 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 longue vie dans beaucoup d'endroits, mais personne ne se rappelle d'elle. Et en gros, la question, ce que je pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de vivre sa vie et d'être éternelle si au final, personne ne se rappelle, n'est là pour partager avec vous, pour se rappeler de vous, etc. Pour moi, je le classerais presque dans du fantasy young adult.
Je pense que ça serait ça. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs... comment ça s'appelle? En fait, on est maintenant dans le présent et dans le passé. En fait, je sais même pas en parler de ça, je sais même pas comment dire. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était hyper prenant. C'est écrit, voilà, plutôt du young adulte, voilà, de Vie Schwab. Hein, j'ai même pas dit l'auteur. C'est un gros pavé parce que je crois qu'il fait plus de 600 pages, ouais, quasiment 700. Et c'est vraiment... ouais, ça l'a fait. Je pense que ça le fait ou ça le fait pas. Moi, ça l'a fait. J'ai vraiment adoré. Je pense que c'est mon livre préféré d'août. Alors que jamais de la vie, j'aurais pensé que ça me plairait ce genre de bouquin. J'y suis allée en me disant tout le monde en parle, allons voir. Je l'avais pas mal vu passer. Voilà. C'est une vie extraordinaire, faite de découvertes, d'aventures stupéfiantes. On passe pas mal on est beaucoup en Europe et à New York. Et voilà. Bon, enfin bon. Si vous voulez découvrir quelque chose qui est un ovni, après vous attendez pas de la grande littérature classique, voilà. Hein, c'est vraiment plus du fantasy young adulte. Mais moi j'ai beaucoup fait. Ça l'a fait. Voilà. Alors, un autre qu'il a fait, et ça je pense que j'en avais parlé un peu sur Insta, c'est Les Oubliés de John Grisham. On va suivre, alors John Grisham, pour ceux qui le savent, c'est vraiment lui qui a écrit La Firme, La Ferme Pélican, donc il y a beaucoup de ces livres qui ont été adaptés au ciné, qui sont, les livres c'était dans les années 90, un des classiques, j'en ai lu pas mal d'ailleurs à cette époque-là. Là, on va être à Seabrook, une petite ville de Floride, où il y a un jeune avocat qui est tué à coups de fusil alors qu'il travaillait un soir dans son bureau. L'assassin n'a laissé aucun indice, aucun témoin, aucun mobile, mais la police va trouver bientôt un suspect, Quincy Miller, un homme noir et un 5 ans de Russo. Quincy est jugé et condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Pendant 22 ans, il va clamer son innocence jusqu'à ce qu'il y ait un groupe qui s'appelle les Anges Gardiens, qui est une fondation où travaille Cullen Post, avocat et ancien pasteur de l'église épiscopale. Cullen, c'est le personnage principal qui va suivre. Et en fait, on va voir tout le travail de Cullen pour essayer de prouver l'innocence de Quincy Miller qui vient de passer déjà 20 ans, plus de 22 ans de prison, en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et voilà. Et en fait, c'est ça. En fait, on va suivre vraiment cette association, cette fondation des Anges Gardiens qui se bat pour essayer de montrer, prouver l'innocence d'hommes qui ont été injustement accusés de crime. Donc voilà. John Grisham, c'est prenant, c'est dès le début. Moi, je pense que la première page, j'étais déjà accrochée et j'avais déjà envie de savoir ce qui se passait. C'est vraiment, voilà, John Grisham, on n'est jamais déçu et celui-là est particulièrement bien écrit, particulièrement bien. Alors, un autre style de livre dont j'ai pas du tout l'habitude de lire, qui sont Le tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly aux éditions Charleston. On est pendant la... Alors, je sais que c'est l'histoire, c'est pas l'histoire, mais en fait, c'est une sorte de trilogie qui a été faite par Martha Hall Kelly avec des personnages séparés, différents. Il y en avait un pendant la Seconde Guerre mondiale et celui-là se fait pendant la guerre de sécession. J'étais intéressée par celui-là parce que j'ai adoré un de mes films préférés enfants, c'était Autant n'emporte le vent, que j'ai lu quelques années plus tard, les 3 tomes en entier, et j'ai adoré aussi, même si c'était un peu différent, et sous couvert, on oublie toute la partie, enfin on n'oublie pas, mais il faut se remettre dans le contexte. Ça a été écrit à une époque, on n'était pas aussi avancé que maintenant, même s'il y a encore des progrès à faire. Je sais même pas comment m'en sortir là. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'on va suivre 3 personnes, 3 femmes juste avant et pendant la guerre de sécession. On va suivre Georgiana Woolsey qui, en gros, c'est une Jo March. Son père est mort, contrairement au truc, mais en gros, elle vit avec ses sœurs, sa mère, etc. à New York. C'est Jo March. Vraiment, avec un mix de Elizabeth Bennet, parce que
elle veut pas se marier, mais il y en a qui elle reçoit, il y en a qui la demandent en mariage, elle dit non. Donc c'est un mix vraiment de Jo March et Elizabeth Bennet. Clairement le personnage que j'ai préféré dans le roman, qui est quelqu'un de... Voilà, c'était le personnage le plus intéressant de mon point de vue, mais vraiment c'est Jo March fit Elizabeth Bennet, ça c'est sûr. Ensuite on va suivre Gemma. Ah oui, alors Georgiana, elle va devenir, qui est une mondaine, donc d'une grande société, mais elle va devenir... infirmière et elle va suivre dans les champs de bataille. Ensuite, il y a Gemma qui est une jeune esclave d'une propriété du Maryland qui se retrouve face à un choix cruel, pouvoir s'échapper ou demeurer auprès de sa famille. Et il y a Anne-May qui, elle, mène, en fait, qui est une esclavagiste et qui mène du main de fer la plantation familiale parce que les hommes, ils sont partis pour les troupes confédérées. Alors là, c'est la méchante du groupe. En fait, c'est ça où je m'attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une sorte de prise de conscience des choses un peu, voilà, de Anne-May. Non, c'est une méchante du début à la fin et c'est même une connasse du début à la fin. Et tous les trucs horribles qu'elle peut faire, elle va les faire. Donc au moins, on se pose pas la question. Voilà, on comprend assez vite que en fait, non, elle changera pas, c'est pas possible. Et ben, alors c'est un pavé, je crois qu'on est aussi pareil, 700 et quelques pages. 750 pages. Mais ça se lit très bien. C'est pas la grande littérature, mais c'était parfait pour l'été. Un bon book, summer book pour la plage. Bon, il est un peu gros pour la plage, mais vraiment c'était... ouais, non, j'ai bien aimé. Bien aimé ma lecture. Voilà. Et vraiment fit. Enfin, j'adore Georgiana Woolsey. Vraiment, si vous êtes en manque de Jo March et de Elizabeth Bennet, vraiment ce personnage-là, pour moi, c'est... Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, si vous le lisez, mais pour moi, c'était vraiment inspiré par ces deux personnes. Alors, on passe à un roman graphique qui est Suzette ou le grand amour de Fabien Toulmé. Je pense que si vous me suivez un peu, vous savez que je suis une fan absolue de Fabien Toulmé, que j'ai découvert en début d'année avec l'Odyssée d'Hakim. Si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous dessus. Je connais personne qui l'a lu qui est resté indifférent à cette histoire. C'est pour moi une des plus belles BD de la décennie, voire du siècle. Maintenant, passons à Suzette ou le grand amour. Ici, on va suivre Suzette, qui est une dynamique octogénaire, qui vient de perdre son mari. Il y a Noémie, sa petite fille, qui vit, quant à elle, sa première histoire de couple. Elle vient juste d'emménager avec son copain, etc. Et en fait, elles ont des petites confidences complices. Et alors, elle se rend compte, Noémie, donc la petite fille, se rend compte que sa grand-mère n'a jamais en fait été amoureuse, n'a jamais vraiment été heureuse avec son grand-père. Et qu'elle n'a jamais oublié son amour de jeunesse qu'elle avait connu avant, qui était un Italien. Voilà. Et donc, en gros, on comprend vite que elles vont partir toutes les deux dans une sorte de camping-car pour aller retrouver l'amour de jeunesse de Suzette, donc son grand amour. Et voilà, si vous voulez suivre ces aventures, allez-y. Alors, je trouve ça émouvant à chaque fois, ça m'a donné envie. Moi, j'adore ce genre de... J'aime différents styles de dessin. Ce genre de dessin très naïf, très, très simple, moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, l'air de rien. Il arrive à passer. On se rend compte, par exemple, là, je sais pas si vous voyez, on se rend compte, là, elle est pleine de trucs. Elle est en stress. Elle est en stress, là. Et ben, vous le voyez très vite. Bon, je sais pas pourquoi je raconte ça. En tout cas, Fabien Toulmé, c'est donc le 5e album de lui que je lis cette année et je pense que je vais continuer à lire tous ces albums parce que c'est vraiment voilà, une sensibilité que j'aime énormément. Sur quel que soit le sujet qu'il fait, il a fait des sujets, plein de sujets différents, parce que l'Odyssée d'Hakim, c'est sur la guerre en Syrie et le fait de fuir son pays. J'avais lu aussi Baudouin, je sais plus, mais celui sur Baudouin qui était au gros il faut profiter de la vie. Enfin, il y a plein de thèmes différents, mais c'est vraiment génial. Plus que 1, 2, 3, 4, on va y arriver. La Villa Zetov, je vais aller un peu plus vite. La Villa Zetov de Anne Jacobs, c'était la lecture commune du mois d'août, donc du coup. Alors, on est à l'aube de la Première Guerre mondiale en 1913 dans Augsbourg en automne.
C'est... donc vous voyez, ça vous fait vraiment penser à Downton Abbey, c'est fait exprès. En fait, c'est un Downton Abbey en Allemagne. Alors, il y en a plein qui disent oui, c'est pas aussi bon que Downton Abbey. Je suis d'accord, c'est pas aussi bon que Downton Abbey, mais il y a ce côté lent, le côté, vous avez l'histoire des châtelains qui sont ici là des riches industriels, qui sont pas nobles mais qui sont des riches industriels, et des domestiques qui vivent dans les étages supérieurs, etc. Donc là, l'étage des maîtres, l'étage des domestiques, et voilà. Vraiment, c'est un Downton Abbey en Allemagne, tout en n'ayant pas autant, c'est quand même pas aussi bon que Downton Abbey, hein, faut pas exagérer. Mais c'est un bon ersatz de Downton Abbey. Et on va suivre Marie. Là, ici, l'héroïne, ça serait plutôt Marie qui quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la villa des Melzer, donc les riches industriels, qui ont 3 enfants, Katharina, l'une des filles, Paul, l'héritier, et je sais plus comment s'appelle la 3e fille. Désolée, c'est ma machine à café qui s'arrête. Hein. Voilà. Alors, le tourbillon de la vie d'Aurélie Valogne. Alors, on va enlever le suspense. J'ai pas aimé. Je me suis un peu ennuyée. J'ai trouvé que c'était pas drôle. Je trouvais qu'il y avait trop de messages. J'ai l'impression que chaque page, c'est un nouveau message. 1, il faut profiter de la vie. 2, il faut pas être méchant avec les autres. 4, il faut... J'ai trouvé que sur ce thème-là, parce qu'en fait, c'est un peu le thème, en gros, le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Et le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. On comprend assez vite de ce qui se parle. Je trouvais que sur le même sujet, je crois que c'est Virginie Grimaldi, Les Possibles, qui a écrit. Et je trouve que c'était un peu mieux. Voilà, c'était même beaucoup mieux. J'ai trouvé que ça... entre émotion, rire et nostalgie, j'ai trouvé que c'était un peu trop l'émotion pour l'émotion. Moi, j'ai pas du tout rigolé. J'ai pas trouvé ça drôle. Enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir trouvé ça drôle. Ça se lit vite, hein, je l'ai lu dans la soirée. Je trouve pas qu'elle écrive mal. Il y a pas mal de... En fait, ça me fait rire parce qu'il y a un autre livre qui est... Bon, je vous en parlerai après. Il y a quelques expressions, voilà. Mais bon. Ouais, bon, moi, j'ai pas accroché. Après, c'est pas mon style de livre, je le savais en le lisant, donc si vous aimez, il n'y a aucun... Enfin, voilà, ça n'est que mon avis, hein, que les choses soient très claires. Enfin bon. Autre, un Cozy Murder, donc Cozy Mystery. Je pense que meurtre et pépites de chocolat. Celui-là, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est que vous êtes dans une grotte depuis 6 mois. Parce que de Joanne Fluke. C'est un vieux Cozy Mystery, donc qui a été enfin traduit en français. Ça se sent parce qu'il y a pas mal de choses qui sont... Dans ce moment, il n'y a pas de téléphone portable. Donc, tout simplement, ça pose un petit peu... Il y a pas mal de ressorts de l'histoire qui ont dit, genre, qui ne serait pas... On pourrait pas écrire cette histoire maintenant. Donc, on voit que c'est un peu daté. Il y a un côté qui était assez sympa qui est l'héroïne qui s'appelle Anna Swanson. Donc, elle est de retour dans sa ville natale. Et en fait, elle a ouvert une boutique de cookies, les cookie jars. Et en fait, à chaque chapitre ou presque, on a la recette en entier des cookies dont elle parle, qu'elle a fait dans le chapitre précédent. Alors, c'est pas tous les chapitres, mais tous les quelques chapitres. Là, par exemple, c'était les bouchées à la noix de pécan. Et il y a la recette exprès pour faire les bouchées. Honnêtement, ça donne très faim. J'avais envie de tout cuisiner après, de manger moi qui mange jamais de gâteaux, c'est pas trop mon truc. Et ben là, j'avais vraiment envie de manger des cookies. Donc voilà. Pas exceptionnel. Ça se lit bien. Vous savez où vous mettez les pieds. Si vous êtes fan de la série, alors je sais que c'est des livres à la base, mais moi j'avais regardé plusieurs des téléfilms de Aurora Teagarden. Je crois que je les regarde sur Netflix ou Amazon Prime, quelque chose comme ça. Et bah clairement, c'est copier-coller dans une petite ville où tout le monde se connaît. Un peu comme tous les Cozy Mystery, mais voilà, il est honnête, sans plus. Moi, le côté daté, ça m'a un peu gêné au début, puis bon, on s'y fait. Alors, le dernier livre du mois d'août, c'est L'anomalie du train 006 de Pascal Fioretto.
Alors pour la petite histoire, en fait, il y a tous les ans au Cap Ferré, la dernière semaine de août, une rentrée littéraire où des auteurs viennent présenter leurs livres et en compagnie de leurs éditeurs. Et là, du coup, Pascal Fioretto est venu présenter, sachant que l'année dernière, l'anomalie l'anomalie de Hervé Letellier, Hervé Letellier était venu présenter l'anomalie, et là, Pascal Fioretto est venu présenter l'anomalie du train 006, qui est un pastiche de l'anomalie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on peut lire l'anomalie, ce livre, sans avoir lu l'anomalie. C'est plus drôle si vous avez lu l'anomalie, parce que vous comprenez les références. Pour ceux qui ne se souviennent pas, en gros, l'anomalie, c'était le Paris-New York. Il y avait un avion qui faisait Paris-New York qui arrivait 2 fois. C'est-à-dire que tous les personnages existaient en double. En gros, ils arrivaient, quand l'avion arrivait, ils disaient « mais vous êtes déjà arrivé il y a 6 heures ». Voilà. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est le train Paris-Brive-la-Gaillarde en novembre 2021 qui, comme chaque année, emmène la fine fleur de la littérature au plus grand salon du livre de France, donc à Brive. Ce qui est assez marrant, c'est que dedans, alors ce que j'ai vraiment beaucoup ri en lisant ce livre, surtout si vous êtes des grands lecteurs et que vous connaissez déjà les styles des 6 personnages principaux, parce que ici on va suivre 6 personnages principaux qui sont 6 écrivains célèbres, donc Joël Dicker, Virginie Despentes, Emmanuel Carrère, Sylvain Tesson, Hervé Letellier et Aurélie Vallogne. Donc c'est pour ça que ça m'a fait rire tout à l'heure. Et en fait, ces 6 auteurs, on va les suivre. Et donc, par exemple, le chapitre écrit par Joël Dicker va être écrit dans le style de Joël Dicker. Le chapitre écrit par Emmanuel Carrère va être dans le style d'écriture d'Emmanuel Carrère. Pareil pour Sylvain Tesson, pour tous. Et du coup, c'est un moment d'ailleurs, c'était assez amusant parce que j'ai sauté une page et je me dis, mais c'est pas du tout. Là, je suis pas. Et en fait, je m'étais pas rendu compte, on n'avait pas fait exprès. Et en fait, je me dis, mais c'est plus le même style. Et en fait, vraiment, c'est flagrant. Je dis, on dirait plutôt Sylvain Tesson là. Et en effet, c'était Sylvain Tesson. J'avais loupé la page. Et vraiment, c'est hyper amusant parce qu'ils sont. Donc, Virginie Despentes, elle dit fuck à toutes les lignes. Elle critique tout le monde. Elle aime tout le monde. Sauf, il y a Delphine de Vigan dedans qui est. Du coup, sa grande copine. C'est vraiment marrant. J'ai beaucoup lu, c'est aussi un petit livre, ça se lit très vite. J'ai trouvé ça génialissime, la fin est très bien trouvée, moi ça m'a vraiment plu. Et voilà. Et c'est... en fait, c'est vraiment une bonne lecture. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça très drôle. Voilà, c'est drôle. Voilà. Bon, je crois que c'est tout pour ce mois-ci. Heureusement que je l'ai fait, j'essaierai de la faire un peu plus courte le mois prochain et un peu plus tôt, parce que là on est déjà le 12 septembre. En espérant que ces lectures, ces avis vous ont plu. Si c'est pas le cas, ou si vous avez lu certains de ces livres et que vous l'avez pas du tout aimé, ou vous avez aimé à l'inverse de moi, je suis très curieuse de savoir pourquoi, comment, parce que souvent je me rends compte que je suis souvent d'accord avec les gens. Par exemple, pour un livre que j'ai beaucoup aimé et qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, et ben je suis souvent d'accord avec leurs arguments, mais ça ne m'a pas forcément gênée, moi. Voilà. Et inversement, il y a des gens qui ont aimé et je dis oui, il y avait cette émotion-là, mais moi ça m'a pas touchée, ça m'a pas. Voilà. Donc je pense qu'en fait, on peut très bien avoir des avis contraires tout en ayant des goûts différents, tout simplement. Bon, je sais pas pourquoi je raconte tout ça. À très vite et bonne lecture.